L'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 9 et du 30 mars 2023, la fixation des taux de fiscalité locale pour 2023, le vote du budget primitif de 2023, la révision de la participation forfaitaire du Festi-Marché, la demande de subvention kit éducatif RACBAL et la modification de la délibération numéro 2023-02-015 relative à la modification du temps de travail d'agents titulaires. Et le sixième point qui est la création de postes. Nous allons commencer par, bien sûr, l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 9 et du 30 mars 2023. Non, c'est bon, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Vous avez tous eu les procès-verbaux. Vous avez tous eu les procès-verbaux, chers collègues. Donc, on va commencer par le procès-verbal du 9 mars 2023. Avez-vous des remarques à faire? Il n'y a pas de remarques. Donc, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Procès-verbal du 30 mars 2023. Y a-t-il des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité. Le point suivant, qui est la fixation des taux de fiscalité locale pour 2023. La présentation est faite par notre collègue Ephrem Glorieux. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous. Après le débat d'orientation budgétaire qui s'est pris Attends, j'ai entendu quelque chose. Oui. J'ai présenté à l'ouverture l'ordre du jour qui a été modifié. Modifié dans l'ordre. L'ordre du jour n'a pas été modifié. L'ordre de présentation de l'ordre du jour. Le vote, la fixation des taux doit être fait avant le budget. C'est une obligation. Monsieur Glorieux, vous avez la parole. Merci, Président. Je disais bonsoir à toutes et à tous. Pour rappel, depuis la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, les communes bénéficiant depuis l'année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est proposé au conseil municipal de reconduire en 2023 le niveau voté par la commune. En 2022 pour la taxe foncière bâtie et non bâtie, en 2020 pour la taxe d'habitation. Le tableau récapitulatif de taux à voter. Taxe foncière bâtie, taux constant 2023 44,10%, taux départemental 2023 25,27%, pour un taux voté en 2023 de 69,37%. Taxe foncière non bâtie, taux constant communal 2023 65,64%. Il n'y a pas pour le département voté 65,64%. Taxe d'habitation 15,16% pour la commune. Il n'y a pas pour le département 15,16% le taux voté. Les produits attendus pour l'exercice 2023 s'élèvent à 9 567 473 €, soit une évolution de plus 11,19%. Le maire vous invite à délibérer. Y a-t-il des questions?
Chers collègues, donc, je fais toujours cet exercice-là lors du vote des taux, qui est un exercice pédagogique, pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, à la population bien sûr, mais aux conseillers municipaux qui sont là, que les taux n'ont pas bougé. Que la commune de Lamentin, qui est en responsabilité par rapport aux taux d'imposition, présente depuis que nous sommes élus, depuis en 2014, les mêmes taux qui n'ont pas bougé. Par contre, certains contribuables peuvent ne pas comprendre en entendant ça. En disant que le maire dit que les taux n'ont pas bougé, mais moi, je paye plus d'impôts qu'avant. Alors, comment se fait-il que je paye plus d'impôts qu'avant et les taux n'ont pas bougé? Je fais toujours l'exercice pour expliquer qu'un impôt, c'est un calcul mathématique entre deux éléments. Un élément qu'on appelle la base ou encore l'assiette et un autre élément qu'on appelle le taux. Donc, c'est une base qui est multipliée par un taux. Il se trouve qu'à Lamentin, la base, elle bouge. Il se trouve qu'à Lamentin, ce qu'on appelle le loyer bouge. Il bouge pourquoi? Parce que Lamentin devient une terre spéculative, Lamentin devient une ville en développement et la valeur locative de vos biens augmente. C'est-à-dire la valeur de vos terrains augmente, la valeur de vos maisons augmente. En fonction de là où vous habitez, ça augmente plus ou moins. Mais en principe, ça augmente partout à Lamentin. Ce qui fait que comme la valeur locative augmente, ce qu'on appelle encore la base, même si le taux reste fixe, inchangé depuis des années, votre impôt augmente. Mais nous ne sommes pas, nous, responsables de la valeur locative de votre bien. C'est le marché qui détermine la valeur locative de votre bien. C'est le dynamisme du marché qui fait que, voilà, que ça augmente. Et c'est calculé, bien sûr, par les services de l'État en fonction, bien sûr, du marché, du dynamisme du marché. Donc, je fais cet exercice pédagogique à chaque fois pour expliquer aux gens pourquoi, malgré effectivement qu'il n'y a pas d'augmentation des taux par la mairie, les impôts peuvent augmenter. Donc, ce n'est pas vrai partout, mais c'est vrai de manière générale quand même, assez d'endroits à Lamentin. Et particulièrement, bien sûr, dans le bourg et autour du bourg, où les valeurs locatives prennent de l'ampleur. Voilà, donc je voulais expliquer ça. On peut passer au vote maintenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc les taux sont votés et maintenus. Ils sont votés à l'unanimité. Merci, chers collègues, pour cet exercice. Le point suivant, c'est le vote du budget. C'est toujours notre collègue Ephraim Glorieux qui nous en fait la présentation. Après le débat d'orientation budgétaire qui s'est préalablement tenu, le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif 2023 avec la nouvelle nomenclature, la M57. Le budget primitif prévoit les autorisations budgétaires en dépenses et en recettes. Chaque section, fonctionnement et investissement, doit être équilibrée. Il respecte les principes budgétaires, antériorité, annualité, unité, universalité, spécialité, équilibre et sincérité. La structure d'un budget primitif comporte différentes parties. La section de fonctionnement et la section d'investissement qui se composent chacune d'une colonne dépenses et d'une colonne recettes. À l'intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres qui correspondent à chaque type de dépenses ou de recettes, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles. La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité, à savoir
les charges à caractère général, contrat de prestation de services, fluide, énergie, maintenance, assurance, frais de télécommunications, location, frais d'entretien des locaux et bâtiments, achat de petits matériels et fournitures, etc. Comprend aussi les charges de personnel, les charges financières liées à la dette, l'autofinancement, solde excédentaire de la section de fonctionnement et aussi les dotations aux amortissements. D'autre part, toutes les recettes que la collectivité peut percevoir et qui permettent le financement des dépenses de fonctionnement, impôts et taxes, notamment la taxe foncière, dotation de l'État, les produits des services municipaux. La section d'investissement retrace les opérations patrimoniales et comporte, premièrement, dépenses, construction ou aménagement de bâtiments, travaux d'infrastructures, le remboursement du capital de la dette. En recette, le fonds de compensation pour la TVA, autrement dit la FCTVA, la taxe d'aménagement, les emprunts nouveaux, les subventions reçues, l'autofinancement de la section de fonctionnement, les dotations aux amortissements. Le budget principal 2023 sur l'ensemble de des sections s'équilibre à 30 626 697 euros. Alors, sur la page suivante, vous avez une présentation pour une vue globale du budget. Donc, à gauche, la section de fonctionnement avec une colonne des recettes et une colonne des dépenses. Et sur la partie gauche, la section d'investissement, pareil, avec une colonne des recettes et une colonne des dépenses. Et sur la partie de fonctionnement, enfin, il y a l'onglet autofinancement et qui rejoint l'autofinancement de la section qui montre le montant de 1 626 000 euros 679, qui représente le montant de l'intérêt de la dette et qui nous permet d'abonder aussi la section de fonctionnement. Vous avez le tableau suivant qui reprend quasiment la même chose avec un peu plus de détails, donc qui présente le budget de la ville par chapitre. Nous avons sur la page suivante, la page 6, le graphique, ce qu'on appelle communément le fromage. C'est un graphique qui nous permet de voir le pourcentage et le poids de chaque chapitre dans le budget général. Donc je vais vous faire une lecture plus exhaustive des éléments qui composent le budget. Les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général qui représentent 4 585 799 qui est à la page 36. Les charges à caractère général, chapitre 11, regroupe les achats courants et aux charges quotidiennes de fonctionnement de la collectivité, fuites, fournitures, services extérieurs, prestations des services, assurance, entretien et maintenance du patrimoine. Les charges du personnel, chapitre 012, qui représente 12 894 60 000. Comme beaucoup de collectivités, les charges de personnel constituent le premier poste de dépense et représentent pour nous à Lamentin 49% du total des dépenses. Les autres charges de gestion courante, qui s'élève à 7 086 390 euros. Ce chapitre comptabilise les dépenses suivantes. La subvention du CECAS pour 400 000 euros, la subvention de la Caisse des écoles pour 5 600 000 euros, la subvention de l'espace thermolydique de Ravenshaw, 550 000 euros, la subvention allouée aux associations, 320 000 euros, dont 80 000 euros pour la crèche. Le S10, 499 000 euros, 670. Les indemnités des élus, 251 420. Bourses et prix scolaires, 48 800. Les charges financières, chapitre 66, s'élève à 320 339 euros. Les charges financières se décomposent des intérêts réglés à l'échéance, donc
269 693 000 et les intérêts courus non échus 50 646 euros. Les charges spécifiques pour chapitre 67, alors là, il y a une coquille, ce n'est pas 80 000, mais c'est 50 000 euros. Fluctuant d'un budget à l'autre, ces dépenses concernent les titres annulés sur l'exercice antérieur pour les cessions de terrain, décès de l'acquéreur, changement de parcelle, etc. Donc, c'est 50 000 euros. Les opérations d'ordre pour les chapitres 042, 023, elles sont constituées des opérations de transfert entre sections, amortissement pour 229 470 euros et du virement de la section d'investissement pour 1 391 209 euros. S'agissant des recettes de fonctionnement, les produits des services du domaine et de vente diverses, chapitre 70, représentent 544 200 euros. Ce chapitre enregistre les recettes liées aux produits des services à caractère de loisirs, sportifs et culturels, ainsi que les concessions des cimetières. Les impôts et taxes pour un montant de 19 959 904 euros. C'est le principal poste de recettes de fonctionnement. Sans augmentation des taux, les recettes de fiscalité locale reposent exclusivement sur la variation des bases calquées sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisée, voire sur l'évolution des bases physiques, variations naturelles liées aux constructions et démolitions. Pour rappel, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d'habitation pour les résidences principales, les communes bénéficient depuis 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière pour les propriétés bâties. Ce chapitre est composé notamment des impôts directs locaux pour un montant de 9 567 473 euros, de l'octroi de mer pour 8 600 000 euros, de l'attribution de compensation versée par la CNBT pour 722 431 euros, et la taxe spéciale sur le carburant pour 690 000 euros. Les dotations de subventions et participations pour un montant de 4 951 393 euros. Le chapitre 74 regroupe notamment les dotations versées par l'État aux collectivités locales. Parmi ces dotations, il faut citer la dotation forfaitaire de 2 91 201 euros, la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, 2 25 314 euros, la compensation des exonérations en matière de fiscalité locale, 723 232 euros. Les autres recettes, le chapitre 75, autres produits de gestion, pour 1 800 000 euros correspond aux différents revenus de loyer attendus par la collectivité, à la quote-part des agents pour les tickets restaurants et à la vente de terrains. Il faudra également tenir compte des régularisations de cette somme, comme la redevance versée par le fermier, qui est de 68 800. Donc nous avons aussi là le tableau de la section d'investissement qui se présente en équilibre. D'un côté, des dépenses pour un montant de 4 069 430 et pour les recettes, 4 069 430. Donc nous voyons bien que c'est en équilibre. Les dépenses d'investissement. Les crédits inscrits au budget primitif 2023 concernent les opérations suivantes. Alors là, nous avons un tableau qui présente les travaux qui sont retenus pour cette année, pour l'année 2023. Alors, l'électrification pour 500 000 euros, pour les écoles, 80 000 euros, pour la RHI,
400 100 euros, VRD route 450 000 euros, autre matériel 283 416 euros, terrain de sport 45 568 euros, frais d'études 134 200 euros, informatique 230 000 euros, pour le mobilier 40 000 euros, extension du cimetière 200 000 euros, rénovation bâtiment Alitu 150 000 euros, base nautique de Blachon 75 000 euros, aménagement numérique de la médiathèque 135 000 euros, Caripture, études et réhabilitation 4 000 euros, sécurité et rénovation de bâtiments 150 000 euros. Les dépenses financières, chapitre 16, comprennent le remboursement en capital de la dette pour 1 15 000 euros, 140 euros. Chapitre 26 tient compte des prises de participation de la commune au sein de la société d'économie mixte pour 177 000 euros. Les recettes d'investissement. Les principales recettes sont la FCTVA pour 319 179 euros, la taxe d'aménagement pour 359 477 euros et le FRDE pour 1 360 121 euros. Donc là, nous avons la balance du budget, la balance générale. Donc nous voyons bien que dans la section en fonctionnement, dans la section dépenses, nous avons une dépense qui est de 26 557 267 euros. Et en recettes, nous avons 26 557 267 euros. Donc la fonction est bien équilibrée. Pour l'investissement, nous avons en dépenses 4 69 430 euros et en recettes, nous avons 4 69 430 euros. Pour un budget global total de 30 626 697 euros en dépenses et en recettes 30 626 697 euros. Donc nous voyons bien que nous avons le budget voté, présenté en tout cas en équilibre. Le conseil municipal vous demande d'en délibérer. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans mon intervention, il y aura quelques commentaires, mais également des interrogations. Alors, la première, je vous invite à aller à la page 4 du budget primitif. Alors, je vois écrit que la population totale est de 16 123 habitants. Elle a été revue à la baisse, puisque sur d'autres documents, la population était déjà montée à plus de 17 000. Et là, je la vois à 16 000. Qu'en est-il? Je parle bien de documents qui ont été édités par la collectivité. Est-ce que vous pouvez regrouper vos questions? On va répondre à toutes les questions. Pardon? Est-ce que vous pouvez regrouper les questions? On va répondre à toutes les questions. Alors, je vais plutôt faire par petits lots parce qu'il y en a beaucoup. Alors ça, c'est déjà le premier commentaire. Deuxième question que j'ai à poser, enfin, première question du coup, toujours à la page 4, il y a des informations financières et des ratios. Dépenses réelles de fonctionnement par population, recettes réelles de fonctionnement par population, etc. Alors, nous avons les valeurs ici pour la commune du Lamentin. Est-ce que ce serait possible d'avoir ces mêmes valeurs, avec ces mêmes types d'informations financières et ces ratios, mais en ayant des informations concernant la Guadeloupe, mais également au niveau national, afin de comparer, en fait, même si le niveau national nous intéresse peut-être moins, mais surtout au niveau de la Guadeloupe. Quelle est la moyenne guadeloupéenne par rapport à ces informations? Et ensuite, et ça ce sera la dernière question de ce premier groupement de questions, quand on parle des dépenses de personnel,
Qu'entendez-vous par dépenses de personnel? Est-ce que vous englobez l'entièreté du personnel faisant partie de la collectivité territoriale du Lamentin, ou bien est-ce que vous englobez uniquement le personnel communal, c'est-à-dire hors CCAS, le personnel du CCAS, hors personnel de la Caisse des écoles ou du centre thermoludique René Toribio? Très bien. Madame Tougeau, je vous passe le micro pour répondre aux deux premières questions et moi je répondrai à la troisième question. Oui, bonsoir. Donc, concernant c'est la population totale. Donc, c'est édité automatiquement par le logiciel et c'est mis à jour. Donc, en fait, on n'a pas la main concernant ces données. Donc, la seule chose, c'est que je dois me rapprocher de l'éditeur pour voir si tout a été mis en place. Ensuite, les ratios, pareil. Donc, ce sont des maquettes réglementaires. Donc, c'est vrai, sous la M14, on avait avant la valeur nationale, mais sur cette maquette réglementaire, ça n'apparaît pas. Donc, ça n'est pas du fait de la collectivité, mais de la maquette réglementaire au niveau de l'éditeur. Donc, je n'ai pas plus d'éléments à ce niveau. Par rapport à la population, est-ce que la maquette fait référence à l'année de référence? Non. Non. OK. Donc, pour éclairer le collègue, je suis d'accord avec lui qu'aujourd'hui, ce n'est pas la population de Lamentin. Sauf que pour établir le budget, il y a toujours une année de référence qui est décidée par l'État. Et cette année de référence prend en compte la population de cette année. Ce qui nous est défavorable. Puisque si on prenait en compte l'année, par exemple, N-1, on ne serait pas à 16 123, on serait plutôt autour de 17 000. Ce qui veut dire que le jour où Lamentin va changer de strate réellement, où on passera au-dessus des 20 000 habitants, c'est peut-être 2 ans ou 3 ans après qu'on va commencer à bénéficier des avantages. Mais entre-temps, tu subis les conséquences. Donc la question du collègue, elle est pertinente, sauf que ce n'est pas nous qui avons la main sur l'année de référence. Et pareil pour les ratios, Madame Tougeau l'a expliqué. Donc ce sont des maquettes qui sont préétablies et, voilà, et que nous devons effectivement nous compléter. Sous la dépense des personnels, là, il s'agit du budget de la ville. Donc, ce que je vais vous dire vaut aussi bien pour le personnel que pour toutes les autres dépenses. Là, il ne s'agit que du budget de la ville, c'est-à-dire entité financière et entité juridique et morale, avec une personnalité financière, juridique et morale autonome. Donc, nous avons plusieurs établissements à la commune de Lamentin qui ont leur entité juridique, morale et financière. Et de personnalité juridique et morale et financière, c'est à la fois la ville, dont nous votons le budget aujourd'hui, le CCAS, qui a une personnalité morale et financière autonome, donc son budget est à part, donc ça veut dire que son personnel n'est pas là-dedans, ni ses autres dépenses non plus. Ravenschaud, pareil, et la caisse des écoles, pareil. Donc, c'est pour ça qu'à Lamentin, il y a 4 budgets à voter. Il y a le budget de la ville, le budget du CCAS, le budget de la Caisse des écoles et le budget, bien sûr, de l'établissement public de Ravenschaud. Voilà. Alors, si je comprends bien, donc, pour la ville du Lamentin, donc, il y aurait environ 321 agents. Puisque je me réfère en fait au tableau qui nous avait été donné lors du dernier conseil municipal. Donc, il s'agit bien, donc, si, admettons, il faudrait qu'on fasse une somme de l'ensemble des agents de la collectivité territoriale du Lamentin, c'est-à-dire la ville plus les autres entités autonomes, à combien s'élève l'effectif total? 400 et quelques. 400, merci. Ensuite, deuxième groupe de questions. Alors, à la page 12, il est question au chapitre 20 d'immobilisation incorporelle, au chapitre 21 d'immobilisation corporelle. Pouvez-vous me dire en fait de quoi il s'agit quand on parle d'incorporation, alors déjà d'immobilisation incorporelle et d'immobilisation corporelle? Et qu'entend-on par les fameuses opérations? De quel type d'opération s'agit-il?
Madame Toujours, vous avez la parole. Ok. Toujours à la page 12. Oui. Je pensais que allez-y, vous vouliez qu'on réponde à ça déjà. On répond à ça. On va répondre page par page. Page 12, Madame Toujours. Oui. Alors, les immobilisations corporelles, donc ce sont des biens meubles, et incorporels, tout ce qui est logiciel et droit d'accès à l'informatique et tout ce qui va avec. Vous avez posé une autre question, c'est quoi encore, s'il vous plaît? Alors, en fait, la deuxième question, c'est celle que j'avais posée, ça concernait en fait ce qu'on appelle les RAR, c'est-à-dire les restes à réaliser. Alors, de façon générale, je ne suis pas un grand spécialiste des finances, mais de façon générale, quand on parle de dépenses d'investissement, il y a toujours en fait des restes à réaliser. C'est-à-dire, je m'étonne en fait qu'il y ait dans cette colonne restes à réaliser, je m'étonne un peu qu'il y ait que des valeurs égales à zéro en fait. Alors, les restes à réaliser sont établis lors de l'édition du compte administratif. Le budget ayant été voté avant le compte administratif, donc les restes à réaliser n'apparaissent pas. Ensuite, vous avez demandé quelles sont les opérations d'investissement. Le détail figure à la page 27. Donc, elles sont toutes regroupées. Vous avez donc électrification pour 500 000 € à la page 27. L'opération école pour 80 000. L'opération RHI pour 400 100. L'opération donc autre matériel pour 283 416. L'opération terrain de sport pour 45 568. VRD route pour 450 000. Frais d'études pour 134 200. Informatique pour 230 000. Mobilier 40 000. Extension du cimetière 200 000. Mise en valeur des bâtiments à liture 150 000. Base nautique de Blachon 75 000. Ensuite, aménagement numérique de la médiathèque 135 000. Carrupture 4 000 et sécurité et innovation de bâtiments pour 150 000. Donc voici l'intégralité des opérations qui ont été abondées en crédit pour ce BP. Merci. Alors je ne sais pas quelle énième question. Juste pour continuer la réponse, donc il faut savoir que là nous sommes au budget primitif. Donc quand nous serons au vote du compte administratif, on verra apparaître bien sûr les restes à réaliser. D'accord, dans le compte administratif. Et quand on votera bien sûr le budget supplémentaire, donc le budget supplémentaire, on verra aussi lors du budget supplémentaire apparaître les restes à réaliser aussi bien en dépenses qu'en recettes. Voilà. Et là nous sommes au budget primitif, donc ce sont que les opérations nouvelles qu'on voit apparaître. Autre question, donc à la page 13. Toujours dans le volet recettes d'investissement, le total des recettes d'équipement s'élève à 19 92 308 et 93 centimes d'euros. Et en guise de nouvelle proposition, de la cadre de ce BP 2023, il est à 409 000. Donc, comment interpréter ce résultat, ces deux chiffres, enfin ces deux nombres du moins? Madame Toujours. Alors, les 14 millions représentaient des subventions encaissées lors du BP de l'année précédente. Donc, cette année, ce sont les subventions qui sont attendues. La question. Je ne pense pas que c'était ça la question. Exactement. En fait, je demandais simplement comment passe-t-on en fait de 19 millions à 400 000. C'est surtout ça. Page 13, hein, je pense qu'on est... Voilà. Oui, mais en fait, c'est cela. Le budget précédent, il y avait donc un emprunt avec il y avait un emprunt qui était donc prédestiné et on a reçu 14 millions de subventions, donc subventions actées. Cette année, donc, il a été acté donc 409 000 € de subventions, puisque la majorité des subventions pour les opérations ont déjà été inscrits au budget primitif et ils seront en reste à réaliser au compte administratif.
Voilà, c'est ce que je pense qu'il fallait ajouter, c'est-à-dire ceux qui manquent, vous allez les voir apparaître. Vous allez voir ça apparaître lors du compte administratif. Il y a en fait plein d'éléments que vous avez votés en N-1 que vous n'allez pas voir là. Parce que là, vous êtes uniquement sur les opérations nouvelles. Donc les opérations anciennes qui sont en cours, donc c'est-à-dire qui sont engagées, mais qui ne sont pas totalement réalisées, vous allez les voir apparaître en reste à réaliser. Parce que là, on est sur le budget primitif, ou là, on est uniquement sur les opérations nouvelles. Voilà. Mais lors du compte administratif, vous verrez l'intégralité, effectivement, des dépenses, ce qu'il est advenu du budget 2022 que vous avez voté, comment il a été exécuté, et ce qui a été exécuté et ce qui reste à réaliser. Je dis ça pour les autres peut-être questions à venir qui seraient du même ordre, dans la même logique, hein, ce qui s'explique. Collègue, tu as encore la parole, tu peux continuer. Collègue Gracchus. Alors, à la page 15, il est question au chapitre 6586 de frais de fonctionnement des groupes d'élus. Alors, c'est une question qui peut-être n'est pas est peut-être hors contexte, mais en tout cas, concernant ces frais de fonctionnement de groupe, donc j'ai cru comprendre que nous, membres de l'opposition politique, nous sommes un groupe politique. Donc, j'aimerais savoir, mais ça c'est peut-être une question qui viendra après, est-ce que nous aussi, nous pourrions avoir, par exemple, accès à ce type de frais, notamment des moyens qui pourraient nous être alloués dans le cadre de nos fonctions électives. Mais ça, c'est une parenthèse que je referme. Je poursuis, toujours dans le cadre du BP. Donc, et je vais vous répondre là-dessus quand même. Oui, allez-y, allez. Donc, il est prévu effectivement qu'on puisse donner un certain nombre de moyens à la minorité. Ça, c'est totalement prévu. Pour cela, ce n'est pas dans ce chapitre-là, hein, c'est dans d'autres chapitres qu'on pourrait voir ça. Pour ça, vous nous faites des propositions. Et j'attendrai vos propositions. Dernière question, cette fois-ci, à la page 23. Donc, pour le chapitre 13, alors sinon ça revient en fait à la question que j'avais sans doute déjà posée concernant donc les subventions d'investissement, mais ça a déjà été répondu. Ce que je vois, c'est que j'ai une dernière question à poser. Oui, page 27. Alors, le cadre administratif avait énuméré un certain nombre d'opérations qui sont sans doute inscrites, enfin, du moins qui ont été inscrits et qui vont être financés cette année, notamment par exemple les terrains de sport. Je m'arrête simplement là. Je vois écrit qu'en guise de proposition nouvelle pour cette année, 45 568 €. Alors, je vais essayer d'entrer dans les détails. On parle de terrain de sport au pluriel, donc il n'est pas question d'un seul terrain, donc peut-être on ne parle pas que du stade. J'aimerais savoir est-ce que la collectivité ne pourrait-elle pas faire un effort supplémentaire, sachant que pour quelle raison elle ne pourrait pas faire un effort supplémentaire pour pouvoir permettre en fait un développement de ce type de terrain de sport, voire mettre de l'argent supplémentaire pour pouvoir améliorer les infrastructures sportives. Oui, c'est une bonne question. Déjà, lors du compte administratif, vous verrez apparaître un montant beaucoup plus conséquent et beaucoup plus important sur des terrains et des infrastructures sportives. Deuxième chose, il faut savoir que pour les opérations nouvelles, il y a une grosse opération nouvelle pour laquelle nous avons pris une option, c'est de faire en délégation de maîtrise d'ouvrage par la région. Donc, une opération qui va dépasser les 600 000 €, donc qui n'apparaît pas dans notre budget parce que c'est en délégation de
donné à la région pour la maîtrise d'ouvrage direct. Là, nous venons de terminer le City Stade, qui, pareil aussi, a été réalisé par la région en délégation d'ouvrage direct. Donc, sur 2023, en fait, nous ne sommes pas à 40 000 euros, mais à beaucoup plus que ça. Je vais laisser la parole, si vous voulez, à Mme Petit, qui peut-être pourrait apporter plus de précision là-dessus. Est-ce que tu peux prendre un micro pour dire ça, s'il te plaît? Viens le dire ici. Non, parce que c'est normal, puisque le collègue pose des questions qui ont du sens et qui sont pertinentes. C'est notre devoir d'informer les collègues. Oui, ça revenait un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Lors des budgets précédents, celui de l'année dernière, enfin, du coup 2022 et 2021, il y avait déjà de gros crédits qui avaient été engagés pour les opérations comme le complexe sportif de Blachon, le gymnase, et donc qui n'apparaissent pas, mais qui sont toujours en cours. Donc, mais ça revenait à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Merci, Madame Petit. On continue, collègue Gacus, si tu as des questions. Merci, collègue Gacus. Grâce à tes questions, qui sont bien sûr des questions qui permettent d'éclairer tout le monde, qui ont leur droit d'exister et pertinentes, nous avons pu échanger et débattre. Moi, je voudrais quand même dire des choses, puisqu'on a quand même un public qui nous écoute, et on a des élus de la minorité qui sont là. Aujourd'hui, c'est une date, quand même, à inscrire, je pourrais dire, dans la progression budgétaire de Lamentin. C'est la première fois que Lamentin va voter un budget de fonctionnement qui dépasse les 24 millions d'euros. Nous avons un budget de fonctionnement aujourd'hui à Lamentin de 26 557 euros. Ça veut dire que notre capacité d'agir pour la population est en amélioration. Excusez-moi, je fais de la politique. Je suis là pour ça. Et c'est totalement, je pourrais dire, contraire à tout ce que nous avons pu entendre sur les finances de la commune de Lamentin, où j'entendais dire que la commune de Lamentin était en déficit, que nous avions 22 millions d'euros de déficit, etc., etc. Et c'est pour aussi rassurer les collègues qui, aujourd'hui, ont appris que nous sommes éligibles au quorum. Nous ne sommes pas éligibles au quorum parce que nous avons des difficultés budgétaires. Nous sommes éligibles au quorum parce que nous sommes une commune dynamique et nous avons besoin d'être soutenus dans notre dynamisme en termes de trésorerie. Parce qu'il ne faut pas confondre le budget et la trésorerie. Donc nous avons besoin d'être accompagnés en termes de trésorerie, et tant mieux parce que la trésorerie tendue, c'est la preuve d'un dynamisme en termes de réalisation budgétaire. Donc très clairement, collègues, un budget aujourd'hui de fonctionnement, c'est ça le plus important, de 26 557 267 euros, 26 millions, pardon, 557 267 euros, avec un autofinancement. C'est là où c'est important. Un autofinancement d'1,6 million. Un autofinancement d'1 620 679 euros exactement. Ça, c'est notre capacité à investir. C'est notre capacité à abonder la section d'investissement. Donc, c'est notre capacité à améliorer les équipements à Lamentin et à permettre à la ville de s'enrichir. Donc, avec ça, on est sûr de pouvoir continuer notre programme d'éclairage public. On est sûr de pouvoir continuer notre programme d'amélioration des voiries. On est sûr de pouvoir continuer le programme de réhabilitation à l'Iture et de continuer, bien sûr,
aussi l'école de Caillou, qui se réalise malgré de grosses difficultés liées, bien sûr, à l'inflation. En fait, le plan pluriannuel d'investissement, on est sûr de pouvoir le continuer. Et nous avons, en plus de cette capacité d'autofinancement de 2,6 millions, encore une capacité d'emprunt. Si je ne me trompe pas, Madame Toujours, ici n'apparaît pas encore le nouvel emprunt que nous allons... il n'apparaît pas encore. Il a été inscrit justement au BP précédent. Ah, d'accord. Et il apparaît là en reste à réaliser. Il apparaît déjà. Ok, d'accord. D'accord. Nous parlons bien du nouvel emprunt de 3 millions, de 3,5 millions. Ok, d'accord. Donc, nous avons, je disais, donc une capacité d'autofinancement de 2,6 millions. Nous avons une capacité d'emprunt, puisque même avec ce nouvel emprunt, madame, toujours, excusez-moi, je vous pose des questions en direct, nous passons à combien d'années de remboursement? Nous sommes toujours à 4 années et demie, ou bien nous passons à 5 ou 6 années? Nous sommes à 5 années. C'est très technique ce que je vous dis là, mais c'est important, parce qu'il faut savoir que le ratio pour les collectivités, les communes, c'est 12 années, 12 années et demie, d'endettement, le plafond, c'est-à-dire vous êtes mal à partir du moment où vous vous rapprochez de ces 12 années et demie de remboursement de capacité de remboursement de la dette. Et nous, nous sommes à 5 années. Mais nous n'irons pas tellement plus loin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un ratio qui vous permet d'aller plus loin qu'il faut aller plus loin, parce qu'il faut être prudent en la matière, surtout dans un monde aussi incertain, où on ne sne sait jamais à quel moment il peut y avoir une crise financière et des taux incontrôlés des banques, etc. On ne va pas trop fragiliser la commune de Lamentin. Je pense que voilà, on ne dépassera pas les 6 années. On va rester autour de 6 années. Et d'ailleurs, c'est la recommandation qui a été faite par l'AFD qui nous recommande de ne pas dépasser les 6 années, de rester autour de 6 années et demie. Donc je vous dis ça, c'est un peu technique, je ne veux pas être rébarbatif, mais il faut quand même avoir ces ratios-là pour bien comprendre que vous avez une équipe aux commandes de la commune de Lamentin qui maîtrise, qui gère, et qui a les commandes et un tableau de bord et qui sait là où elle va. Donc, je veux pondérer cela quand même par le fait que nous avons une trésorerie tendue. Parce que ma fonction, c'est de dire la vérité aux gens. Nous avons une trésorerie tendue. Même si vous avez un budget qui vous donne des moyens, pour bien comprendre ça et pour être, comment je pourrais dire, pour être pédagogue, vous pouvez avoir un budget qui vous donne des moyens, mais une capacité de payer tous les mois qui est difficile. Donc, moi, je ne dirais pas trop difficile, mais je dirais tendu. Tendu parce que la commune est dynamique. Si on n'avait pas autant de chantiers, si on n'avait pas l'école de Caillou, si on n'avait pas le cimetière, si on n'avait pas Alitur, si on n'avait pas les routes, si on n'avait pas le remplacement de l'ensemble des lampadaires, on aurait été à l'aise tous les mois. Mais comme nous avons beaucoup de chantiers en cours, chaque mois, il faut payer les situations, il faut payer les entreprises. Et le problème qu'il y a, c'est que le budget est annuel, mais les situations que vous présentez des entreprises ne sont pas annuelles. Hein. Et vous pouvez avoir 2 situations présentées dans un mois, présentées dans 2 mois. Or, le budget, là, il est annuel. Ça veut dire qu'en début d'année, en cours d'année, vous n'avez pas tout ça sur votre compte. Ça arrive pas au 12e. Vous avez un 12e en général, en principe, globalement parlant. Hein. Je synthétise en disant ça. Il y a des montants qui arrivent d'un seul coup, mais la plupart des gros montants arrivent par au 12e. Donc, à chaque fois, il faut avoir un plan de trésorerie et ce n'est pas toujours évident. D'où notre éligibilité au plan quorum pour nous permettre effectivement d'avoir un fonds de roulement qui nous permettra de mieux payer nos fournisseurs dans les temps et
de poursuivre sans trop de difficulté nos investissements qui sont en cours. Oui, collègue Accus, si vous voulez poser une question. Décidément, je pense que vous avez sans doute oublié la discussion que nous avons eue en bas concernant, vous savez déjà quoi. Je vais revenir sur ce que vous disiez concernant le plan quorum. Je rappelle que j'avais fait une intervention lors du dernier ou de l'avant-dernier conseil municipal où je disais que la ville du Lamentin était éligible. Il m'a été répondu vivement que mes sources n'étaient pas bonnes, qu'il s'agissait de sources en fait qui étaient des sources journalistiques. Il faut croire qu'entre-temps les choses ont plus ou moins changé. Je vais également me permettre aussi de poursuivre en lisant, parce que je vais sur le site du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, pour lire en fait ce que signifie le plan quorum. Alors le plan quorum en fait c'est le contrat de redressement outre-mer pour les communes. Pour accompagner les communes ultramarines faisant face à des difficultés financières, le ministère des Outre-mer a mis en place le quorum. Ce contrat s'adresse aux communes qui en font la demande. Les communes signataires sont accompagnées sur le long terme, leur permettant de concevoir un pilotage optimisé de leurs finances. Le dispositif quorum, introduit en loi finance pour 2021, avec une enveloppe de 30 millions sur 3 ans, vise à apporter le soutien de l'État auprès des communes ultramarines souhaitant assainir leur situation financière et réduire le délai de paiement de leurs fournisseurs locaux. Donc, en réalité, on ne pourrait pas se pavaner en disant que tout va bien. Il faut quand même dire qu'on est sous l'accord de RAID, d'accord, même si, bon, vous avez essayé de vous rattraper par la suite en rajoutant ce petit bémol, mais c'est quand même le cas. Il faut quand même le dire. Les choses ne vont pas... Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, Monsieur le Président? Ah d'accord. Je dis que les choses ne sont pas pour autant roses. Donc, même si le budget a été voté en équilibre, je pense quand même qu'il ne faudrait pas pour autant penser que tout va bien au Lamentin. Non mais, je me permets de... Alors, la fois dernière, on m'avait dit de ne pas parler de conseillers municipaux à conseillers municipaux. Là, je m'adresse au président. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Mais je rappelle qu'il m'avait été rappelé, j'avais été rappelé à l'ordre en disant que je n'avais pas le droit d'interpeller mes collègues. Cher collègue Gracchus, permettez-moi de m'excuser de vous avoir tutoyé. Je vais vous voyer à votre demande. Vous serez la seule personne ici qui me demande le vouvoiement. Vous savez, moi, j'ai été cadre d'entreprise, cadre supérieur, cadre dirigeant. J'ai toujours tutoyé mes collaborateurs parce que j'estime que, voilà, je ne me prends pas pour plus que ce que je suis, que le vouvoiement met trop de distance entre les gens. Je suis de nature très humble. J'ai été élevé parmi des gens qui ne connaissaient pas ce que c'est que le vouvoiement. À Chartreux-Lamentin, ça n'existait pas. On a tous été élevés en culotte courte, où voilà, on se respectait tout en se tutoyant, et on avait des valeurs très fortes tout en se tutoyant. Et je vais vous voyer à votre demande. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que... Non, monsieur... Non, vous ne me répondez pas, s'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. Ah. Je l'ai Ensuite, alors. Non, je ne vous ai pas donné la parole, vous ne me répondez pas. Vous m'avez demandé de vous voyer, je vais vous voyer. Non, mais vous m'avez fait passer pour quelqu'un ce que je ne suis pas. Vous allez répondre quand je vais vous donner la parole. Et maintenant, c'est... Quand je vais vous donner la parole, vous allez répondre. Mais je ne vous ai pas donné la parole, c'est moi le président. Donc vous attendez que je vous donne la parole, s'il vous plaît. Vous attendez que je vous donne la parole. On est OK? D'accord. Ensuite, c'était juste sur votre demande de vouvoiement. Vous me l'aviez déjà dit en bas, et je vous présente mes excuses, puisque je vous ai adressé la parole en bas en vous tutoyant, comme je le fais pour tout le monde ici. Vous m'avez dit, oh, monsieur, vous voyez-moi, s'il vous plaît. Donc, oui, mais c'était ça. Donc, je vais vous voyer, puisque vous demandez le vouvoiement. Ce n'est pas un problème, monsieur. Ce que je vais vous dire, mais mon naturel l'a emporté tout à l'heure, là. C'est comme ça, vous n'allez pas me changer,
C'est comme ça, mon naturel me l'a emporté, mais ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, je n'ai jamais dit que la commune de Lamentin, à la commune de Lamentin, tout était rose. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la commune de Lamentin est bien gérée, puisque nous maîtrisons nos dépenses, et tellement que nous maîtrisons nos dépenses, nous sommes dans les ratios, dans les bons ratios, et que nous avons une capacité d'autofinancement d'1,6 million. Et je vous signale que cette capacité d'autofinancement de 1,6 million, ça fait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé à Lamentin. D'accord? Quand je suis arrivé ici à Lamentin, la capacité d'autofinancement, elle était négative. Elle était négative. C'est-à-dire, il y avait un moins de vent. Aujourd'hui, il y a un plus de vent avec 1,6 million. D'accord? Donc, je maintiens que nous avons une situation financière à Lamentin qui est maîtrisée, avec une ville qui est bien gérée. Je maintiens que nous avons, et ça je l'ai dit, une situation difficile en termes de trésorerie. Et la situation est difficile en termes de trésorerie parce que nous sommes une commune dynamique. Quand je suis arrivé ici, monsieur, j'ai trouvé 10 millions dans les caisses. Une trésorerie avec ce qu'on appelle de l'argent qui dort. Et des factures qui dormaient aussi. Et ça, c'est une mauvaise gestion. Parce que c'est une commune qui ne payait pas ses dettes sociales, qui ne payait pas ses fournisseurs, et qui avait de l'argent qui dormait dans les comptes. 10 millions d'euros qui dormaient dans les comptes. Ici, nous avons un fonds de roulement aujourd'hui qui tourne autour de 3 à 2,5 millions, 2,8 millions tous les mois. C'est notre fonds de roulement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il y ait de l'argent qui dort. L'argent qui dort, c'est de la mauvaise gestion. L'argent qui dort, c'est des routes que vous tardez pour ne pas faire, alors que vous avez l'argent là sous les comptes, mais vous ne faites pas les routes. L'argent qui dort, c'est l'éclairage public qu'il faut refaire. Vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas dynamique. L'argent qui dort, c'est le CECAS où vous ne pouvez pas mettre 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros de plus. C'est la caisse des écoles où là aujourd'hui, on passe de 3,5 millions à 5 millions pour accompagner nos enfants à la caisse des écoles. C'est ça l'argent qui dort. Moi, je ne veux pas d'argent qui dorme à Lamentin. Je veux que l'argent soit dynamique. Et c'est ça la difficulté de gérer, mais d'être un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui est au vert. Je dis ça tout le temps. Hein. Quand on me dit une commune est au vert, je dis, mais attends, mais la commune est au vert, la population n'a besoin de rien alors. Une commune qui est au vert, ce n'est pas ça. Il faut être tout le temps sous la corde raide. Il faut être à l'équilibre. Il faut vraiment être un équilibriste pour être un bon gestionnaire. Ça veut dire que vous jouez tout le temps entre le besoin de la population et ce que vous pouvez dépenser, de façon à pouvoir toujours répondre aux besoins de la population sans pour autant tomber dans le gouffre. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc nous allons rester longtemps dans cette situation tendue. Tant que la commune de Lamentin ne sera pas rose, eh bien les finances ne seront pas roses, enfin la trésorerie ne sera pas rose. Parce que la population demande, je dois donner à la population. Je ne peux pas laisser l'argent dormir là. Il faut tout le temps qu'on puisse être dans une dynamique de dépenses et de réalisation budgétaire. De dépenses et de réalisation budgétaire. Et c'est pour cela qu'en tant que président de l'association des maires, j'ai demandé avec l'ensemble des parlementaires de Guadeloupe, sénateurs et parlementaires et députés, qu'on puisse élargir le champ du quorum. Ce que vous avez lu là, c'est dépassé, monsieur. C'est dépassé. Que le quorum ne soit plus un quorum pour redresser, mais un quorum pour accompagner ceux qui aujourd'hui ont été de bons élèves. Parce que le quorum ne peut pas être là uniquement pour venir au secours de ceux qui sont en difficulté de redressement, mais que fait-on de ceux qui, comme Lamentin, qui, comme les Abîmes, qui, comme Petit-Bourg, qui, comme d'autres communes qui sont éligibles au quorum, mais qui ne sont pas en difficulté financière et budgétaire, mais qui ont besoin d'être accompagnés pour être plus dynamiques. C'est ça le quorum aujourd'hui. Et c'est ça que
votre Lamentinois, président de l'association des maires, a défendu avec vos parlementaires et nous avons été entendus. Et le gouvernement nous a entendus. Et je remercie d'ailleurs le ministre Carinco qui nous a reçus, qui nous a entendus sur cette question-là et qui a rendu éligible 10 communes de la Guadeloupe, notamment Lamentin, dans ce dispositif-là. Et j'étais en réunion il n'y a pas plus longtemps tout à l'heure avec monsieur le préfet pour lui dire qu'il faudra penser 2024, voir comment on pourrait peut-être encore faire entrer dans le cadre du quorum, en élargissant bien sûr l'enveloppe, puisque nous ne sommes plus à 3 millions, nous sommes déjà aujourd'hui à 3 millions plus 10 millions. D'autres communes de la Guadeloupe qui pourraient entrer, bien sûr, dans cette dynamique-là aussi. Et cette dynamique d'accompagnement des communes par le fonds de roulement, eh bien, je pense que c'est vertueux parce que nous mettons en difficulté, je le dis, nous mettons en difficulté les entreprises qui travaillent avec nous par des délais de paiement qui sont trop longs. Et c'est ça que le quorum va corriger. Les délais de paiement qui sont trop longs. Et ça, c'est vraiment un travail de fond que nous sommes en train de faire. Excusez-moi, j'ai été peut-être un peu long, mais il fallait que je le dise, cher monsieur. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Donc, 5 abstentions. Le budget est donc voté avec 5 abstentions. Madame Desouches. Pardon? Vous avez demandé la parole? Madame Abella. Le président. Attends, ne touche pas le micro. Oui. Oui, tu as la parole, madame. J'ai entendu un autre nom. Madame Abella, tu as la parole. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu parce que j'ai le caméraman juste entre nous deux et je te présente toutes mes excuses. Il n'y a pas de souci. Donc, je voudrais simplement dire que mon vote d'abstention n'est pas un vote évidemment contre, puisque sinon j'aurais voté contre, puisqu'il s'agit d'aider la municipalité à faire des projets et à faire en sorte que les Lamentinois se sentent bien dans leur ville. Alors moi, ce que je voudrais dire simplement, c'est par rapport à certaines interventions. Il y a des choses pour lesquelles je ne m'associe pas, notamment à faire en sorte d'augmenter le budget de la commune et vous dire que simplement, je suis au sein d'une, je ne vais pas dire, d'une équipe dans laquelle je voudrais préciser, je ne viens pas faire du cinéma ici. Les questions que je poserai, je les poserai à mon âme et conscience et simplement dans l'esprit de vouloir éclaircir un certain nombre d'éléments qui sont émis ici pour que la population puisse avoir également le même éclaircissement que moi. Voilà, c'est le petit point que je voulais faire. Donc, il se peut aussi que lorsque je serai en conseil municipal, qu'on ne m'entende pas, parce que si ça va dans l'intérêt des Lamentinois, il n'y a pas de raison pour moi d'enquiquiner qui que ce soit ou de poser des questions inutiles. D'ailleurs, je suis dans la commission CCAS. Je pense que la majorité des gens qui sont dans cette commission savent très bien que j'émets des idées. Voilà, j'aurais pu tout simplement venir en commission, regarder, écouter tout le monde et ne pas agir. Donc, lorsque je suis là, et quelle que soit la commission dans laquelle je me trouve, j'émets des idées, je fais en sorte qu'on fasse des projets, d'innover, en même temps que l'équipe qui se trouve sur place aussi, parce que je trouve que c'est une équipe très dynamique. Voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Donc, Madame Abella fera toujours en sorte de faire des choses. Je dis madame parce que nous sommes une petite équipe, mais je veux quand même me démarquer un petit peu, dire que voilà, un petit peu, non. Quand je dis démarquer, c'est-à-dire que ce sont mes propos. Voilà, mes propos, dire que voilà, je voulais juste être claire sur ça. Voilà. Je ne suis pas là parce qu'il y a des caméras pour que ce sera celle qui posera le plus de questions. Ça, non. Je veux simplement que les gens sachent que j'irai toujours pour la population. Voilà. Merci. Merci, Président. Merci, Madame Abella, pour votre intervention. On a très bien compris. Et ça ne veut pas dire que j'ai rejoint la majorité. Je précise bien. D'accord. Il faut que ça soit clair. Non. Merci, Président. Vous savez, Madame Abella, je vais vous dire,
Vous me connaissez, je suis un peu taquin. J'ai apprécié la clarification que vous avez faite. C'est normal, vous êtes une élue, vous vous exprimez et vous dites les choses et surtout que vous expliquez le sens de votre vote. Et ça, c'est très bien vis-à-vis de la population. Ensuite, ce qui est important, c'est d'être efficace. Que vous rejoigniez ou pas la majorité, ça c'est de la politique politicienne. Ce que vous avez dit, c'est le plus important, c'est que vous portiez votre pierre à l'édifice pour pouvoir construire pour Lamentin et pour la population. Voilà. Donc, je pense que vous avez dit l'essentiel, c'est le plus important. Et j'ai M. Féliciane qui se félicite de la qualité des... Ah ben, tu as la parole, M. Féliciane. Vas-y. Merci, Président. En tout cas, je tiens à signaler que quand je travaille avec Mme Abela au CECAS, ça se passe très, très bien. On a des échanges, elle apporte des idées nouvelles aussi qui sont prises en considération. Merci, Annick, d'être avec nous. Au CECAS, bien entendu. Madame Rosamond, je te donne la parole. Je t'ai tutoyé, hein, excuse-moi. Hein, mais comme d'habitude. Comme d'habitude, merci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup. Par contre, c'était juste pour préciser qu'en général, tous les élus du Lamentin sont là pour travailler pour la population. X, Y ou Z, le meilleur, c'est pour la population. Si nous sommes élus, minorité ou majorité, c'est parce que la population nous a choisi d'une manière comme d'une autre. C'est ce que je voulais rajouter, Président. Et que nous faisons partie des commissions, comme moi-même, Ravine Chaude, n'est-ce pas, et les autres, nous travaillons pour le bien-être des Lamentinois. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Président. Je partage, chers collègues. On passe au point suivant, qui est le point numéro 3. Révision de la participation forfaitaire du Festi-Marché. Madame Annie Génipa, chère collègue Annie, tu as la parole. Merci, Président. La ville de Lamentin organise depuis 2016, en partenariat avec l'Union pour le développement cannier et agricole de Guadeloupe, UDECAG, le Festi-Marché. Afin de redynamiser cette manifestation et de s'adapter à l'évolution des usagers et de leurs besoins, plusieurs changements ont été proposés suite aux différents échanges effectués avec les exposants réguliers et l'UDECAG. Il s'agit notamment de transformer cet événement nocturne, autrefois proposé le second vendredi de chaque mois, en organisant désormais un festi-marché tous les seconds samedis de chaque mois de 7h à 14h. Par ailleurs, le festi-marché se tiendra désormais sur le parking de la salle des fêtes et non plus à la rue de la République. Il convient également de revenir sur la participation forfaitaire pour l'emplacement des exposants. Selon les règlements intérieurs en vigueur, chaque exposant inscrit et autorisé à participer se voit attribuer une table et une chaise. Les chapiteaux sont également fournis par la ville. Depuis 2016, la participation forfaitaire est de 8 €. Il est proposé que le tarif appliqué soit désormais de 10 € pour s'aligner avec l'évolution générale des prix, mais également pour correspondre à la moyenne des tarifs proposés dans les différentes collectivités. Cette taxe sera perçue par un régisseur municipal avant l'ouverture de chaque festi-marché. Le maire vous demande d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Monsieur Gracchus, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vois qu'une seule intervention a fait l'objet d'une affaire d'État. Alors, petite question à poser concernant ce point. Les 8 ou 10 €, c'est cette somme que doivent s'acquitter, du moins que doivent s'acquitter les exposants, c'est bien ça? Tout à fait, Monsieur Gracchus. Alors,
La question, ou plutôt le commentaire que je pourrais faire, c'est au moment où on parle des difficultés auxquelles font face les agriculteurs, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, est-ce qu'il ne serait pas mieux, est-ce que ce ne serait pas un geste symbolique, ne serait-ce que symbolique, envers les agriculteurs du Lamentin, mais également du Nord-Bastère, puisqu'il n'y a pas que les agriculteurs du Lamentin, est-ce que ce ne serait pas un geste symbolique que de rendre en fait cette manifestation gratuite pour ces personnes-là? C'est-à-dire ne pas faire payer à ces personnes un emplacement et leur permettre d'exposer leurs produits et qui sait permettre aussi également à beaucoup plus d'agriculteurs, si possible, de pouvoir participer à ce festi-marché. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Je retiens ce que vous avez dit à la fin, permettre à plus d'agriculteurs de participer à ce festi-marché. Je vous retourne la question. Est-ce que vous pensez que 10 € pour un stand, c'est un frein? 10 €, alors, vous avez dit que vous avez été cadre. Avez-vous été un jour chef d'entreprise? Oui. Vous-même, si vous l'avez été, vous savez que chaque euro... Dans ce cas, vous savez que chaque euro compte. Donc, moi, je fais une proposition. Après, bien évidemment, on va en voter. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je propose. Moi, je me dis que autant, même s'il s'agit que de 10 €, comme vous dites, mais je me dis autant que cette manifestation-là soit gratuite pour ces marchands. Et comme je le dis, ce serait un geste symbolique. Comme vous dites, 10 €, c'est rien, même si pour moi 10 €, ce n'est pas rien, puisque chaque euro compte, mais ce serait quand même un geste. Je n'ai pas dit que 10 €, c'est rien, M. Gracchus. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai dit, est-ce que vous pensez que payer 10 €, c'est un frein à la participation? Ma question, elle est claire. Vous savez, tout comme moi, que pour certains, ça peut être un frein, pour d'autres, non. Comme je vous dis, moi, je vous parle de... Vous disiez que vous faisiez de la politique. On fait de la politique. Ce serait, et là, je le répète encore, un geste symbolique. C'est comme lorsque vous payez 1 € symbolique. C'est un geste symbolique. Je parle de la symbolique, là, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je me demande, je fais cette proposition. Monsieur... Après, si, permettez-moi de finir, si admettons, cette proposition ne vous satisfait pas, dans ce cas, vous avez voté. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais à dire. C'est cette intervention que je voulais faire, proposer cette gratuité, même si, effectivement, c'était 10 €, cette somme pouvait sembler minime. Mais en tout cas, voilà, c'est cette proposition que j'avais à faire. Oui, monsieur Glorieux. Je suis très satisfait de voir qu'aujourd'hui, M. Gracchus s'érige en défenseur des agriculteurs. Mais je veux quand même rappeler qu'avant, il n'y avait pas de festi-marché. Il y avait le désert, il n'y avait rien pour les agriculteurs au Lamentin. Rien du tout. Et il a fallu que la ville de Lamentin, avec cette nouvelle équipe, que nous investissions dans des chapiteaux. On ne va pas parler des coûts. Gratuitement mis à disposition des agriculteurs. Un personnel pour organiser ce marché. La sécurité pour ce marché. Les tables, les chaises, la publicité, la communication, l'animation pour les agriculteurs. Et depuis tantôt, nous étions à 8 €, ce qui est au plus bas sur le marché. Ailleurs, les gens sont à 10 € et plus. D'accord? Et donc là, c'est juste pour la symbolique, certes, mais permettre à la ville de continuer d'investir pour les agriculteurs, pour faciliter la mise en place et faire évoluer ce festi-marché. Donc, la population, par leur charge, emmène leur contribution, et c'est normal que les agriculteurs, pour leur propre évolution, participent aussi
d'un chouïa qui est de 2 € d'augmentation, pas plus. Et donc, on trouve ça normal. Voilà. Madame Trey va vous rappeler les prix qui sont pratiqués ailleurs. Mais ne donne pas les noms des villes. Non, je voulais juste rajouter et compléter ce que disait le collègue Glorieux. Ailleurs, ce n'est pas 10 € ni 8 €, c'est 15 €. Renseignez-vous avant de proposer, de faire des propositions. Renseignez-vous sur ce qui se passe ailleurs. Et ça sera porteur pour vous. Collègue Rosamond. Alors, Président, ce que moi je préconisais en fait, c'était déjà de savoir est-ce qu'au niveau des agriculteurs du Lamentin, par rapport à la caisse des écoles, il y aurait un rapport à la cantine avec les enfants. Est-ce qu'on a une possibilité? Enfin, Madame Trey, je propose, hein, je ne dis pas que c'est faisable, hein, je propose. Je dis que, étant donné que les choses sont difficiles pour tout le monde, aussi pour les agriculteurs, 2 ans de désert, etc., ça on le sait, tout le monde vit ça, tout le monde l'a vécu. 2 € c'est beaucoup, pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais c'est 2 €. Donc après, si on peut augmenter peut-être à 1 €, parce qu'il faut payer de toutes les façons, il faut payer, puisque comme vous avez expliqué, il y a des dépenses qui ont été effectuées, ou encore trouver peut-être un consensus avec la caisse des écoles pour permettre à nos enfants justement de manger les légumes, de manger les racines, etc. Si ce n'est pas trop demandé, si peut-être essayer, peut-être pas durant toute l'année, peut-être pas durant une petite saison, mais pour leur permettre de se rattraper, pour leur permettre également de garder confiance, parce que vous savez qu'il y en a qui vont rester, mais il y en a qui pour eux 2 € c'est beaucoup, ils vont partir. Donc c'était juste voilà, une petite vision comme ça. Monsieur Glorieux. Alors, 2 €, ils investissent 2 € pour pouvoir en gagner davantage parce qu'on continue à payer la communication pour alerter la population, ameuter la population afin qu'ils se rendent sur ce marché-là et mettre à disposition un espace tout à fait dédié. Donc, ils investissent 2 € pour gagner beaucoup plus, nous l'espérons, et nous comptons sur vous pour relayer cette publicité. S'agissant de la cantine, de la restauration scolaire, alors c'est vrai qu'on travaille régulièrement là-dessus avec mes collègues. Je ne vais pas les citer, ainsi que l'administration même de la Caisse des écoles, parce qu'aujourd'hui, la loi Egalim qui a évolué permet aux entités que nous sommes de chercher une alimentation de proximité. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, nous sommes en consultation avec des agriculteurs pour effectivement, déjà, l'État nous permet d'investir, d'aller jusqu'à 80 000 €. Donc notre rêve, notre souhait en tout cas, c'est de pouvoir dépenser cette enveloppe avec les agriculteurs du territoire pour satisfaire et pour permettre aux enfants lamantinois de manger la nourriture de proximité. OK? Sans que M. Gracchus, vous aviez levé la main. Oui, j'avais simplement levé la main pour reprendre un peu ce que je disais. Mais c'est... Ça fait rigoler. Mais voilà, comme je disais, en fait, c'était simplement un geste symbolique. Après, comme je dis, pour répondre rapidement à ce que me disait Madame Trey, c'est ça? Pardon? Allez-y, allez-y. Ben, c'est bien. Pour répondre à ce que disait Madame... C'est très albon. D'accord. Pour reprendre un peu les propos de Mme Trey-Albon, ce que je voulais simplement dire, c'est que, certes, c'est bien de faire un comparatif, mais moi, là, pour le moment, je parlais du Lamentin. Donc, c'est en ce sens que moi, je disais que je voulais faire cette proposition. Après, elle n'a pas forcément trouvé écho à vos oreilles, mais en tout cas, elle a été faite, cette proposition. Madame Liliane Maximin Bajazé, vous avez la parole. Je disais que mes collègues qui se sont adressés tout à l'heure ont déjà presque tout dit. Mais j'entends beaucoup parler de symbolisme, mais je dis qu'il ne faudrait pas que le symbolisme tue le symbolisme. Madame Petit, vous avez la parole. Pour apporter une précision pour M. Gracchus, alors sur 2 points. Sur le nombre d'agriculteurs, il n'y a pas de limite en soi au nombre d'agriculteurs qui participent au Festi-Marché. La limite, elle est logistique en fait. Aujourd'hui, on refuse, c'est vrai, des agriculteurs parce qu'on n'a pas de place, tout simplement, pour les mettre. Le dernier Festi-Marché, on avait 55 exposants. On
peut pas faire plus. Donc on n'a pas forcément aujourd'hui cette problématique-là de... Voilà, en tout cas, c'est pas relatif au prix. Et pour le symbolisme, alors je ne vais pas m'exprimer sur le symbolisme en soi, mais les exposants qui viennent au Festi-Marché, ils exercent une activité économique, et donc par définition, ils ne peuvent pas occuper le domaine public gratuitement. Donc le symbolisme, en tout cas, ce ne sera pas la gratuité. Voilà, juste pour dire ça. Bon, merci pour cette conclusion, parce que c'est là où je voulais en venir. Non, mais c'est très important. Il faut qu'il y ait le débat, et le débat doit nous éclairer, et on doit pouvoir faire de la belle politique et de la grande politique. La Guadeloupe m'inquiète par son populisme. La Guadeloupe m'inquiète par des élus de plus en plus populistes qui vont à la pêche aux voix par tous les moyens, qui cherchent à plaire par tous les moyens, sans tenir compte du cadre juridique dans lequel on est, et sans tenir compte que nous avons une population à éduquer. Et toujours vouloir caresser dans le sens du poil, toujours vouloir paraître comme celui qui va dire, comme si on était dans un rapport de mieux-disant, celui qui est le mieux-disant, en pensant que bien sûr le mieux-disant, c'est aussi le moins-disant vis-à-vis, bien sûr, de la population. Le moins-disant n'est pas toujours le mieux-disant. Et vous l'avez dit, Madame Petit, pour une activité économique, quelqu'un qui a un numéro SIRET, qui est déclaré comme ayant une activité économique, si on ne fait pas payer cette personne l'occupation du domaine public, on organise une concurrence déloyale sur le territoire de la commune. Donc je le dis très sincèrement, pour tous ceux qui veulent faire de la politique, oui, c'est une belle chose, la politique. Évitez de tomber dans le populisme. Merci. On n'a pas encore voté? Ah, oui. Juste rajouter, sans vouloir faire du populisme, justement, je fais partie de la commission de Madame Génipa, et justement, on avait évoqué le fait qu'à l'endroit où était placé le Festi-Marché, ça ne convenait pas. Et je me rappelle avoir fait cette proposition, on avait dit qu'il fallait effectivement déplacer le Festi-Marché. Et je pense que c'est justement, puisque Madame Petit a évoqué le fait que les agriculteurs aujourd'hui se bousculent, enfin j'utilise le mot bouscule, pour pouvoir faire partie de ce Festi-Marché, eh bien, c'est justement parce qu'on a changé les lieux. Et c'est juste ce que je voulais préciser. Voilà, merci. Vous voyez que ce n'est pas seulement CCAS que vous êtes efficace. On n'a pas besoin d'être forcément dans la majorité ou de revenir dans la majorité pour être efficace. Il suffit d'aimer sa commune et de vouloir travailler pour sa commune. Et merci encore parce que depuis que nous avons déplacé effectivement le Festi-Marché, j'ai envoyé un petit mot pour l'équipe dernièrement, en leur disant bravo, félicitations, parce que moi je n'étais pas là mais je suivais les choses. Oui, hier soir nous étions en réunion, nous avons effectivement vu nous avons anticipé sur peut-être quelques difficultés qu'on pourrait avoir et voir comment régler ça en amont. Mais oui, c'est une bonne décision parce que le Festi-Marché a redémarré et a repris de l'ampleur grâce à cela aussi. Mais grâce à la relation que vous avez pu renouer aussi avec l'UDECAG. Il faut profiter de ce débat-là pour dire que pendant longtemps, on a vu le manque d'implication, de partenariat visible des deux sur les opérations économiques que nous sommes en train de mener. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu rectifier, c'est une bonne chose. Annie, tu as la parole. Merci, Président. Donc, je confirme tout ce qui a été dit. Merci aussi à Mme Abella pour sa participation. Effectivement, le Festi-Marché a très bien redémarré. Les exposants sont contents de l'emplacement.
J'ai bien noté la préoccupation de tous mes collègues élus concernant l'emplacement, la salle des fêtes, mais tu m'avais demandé de confirmer, de vérifier ce qui a été fait dès ce matin. Et la salle, effectivement, est confirmée, mais on s'engage, nous nous engagerons tous, et je vous remercie déjà de cet engagement. Si nous devons céder la salle des fêtes pour une autre manifestation plus importante, prioritaire, ce sera fait. Et donc, je tiens à te remercier pour le changement. Voilà. Et je confirme, les exposants sont contents et ils ne se plaignent pas non plus du prix. Voilà. Ça, on le savait qu'ils ne se plaignaient pas du prix. Voilà. Non, non, ça. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Il n'y a plus d'intervention? Il n'y en a pas. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a 4 abstentions, donc adopté. 5 abstentions. Non, non, il y a quelqu'un qui... 4. Qui s'abstient. Elle est pour. Elle est logique avec elle-même. Donc, je disais 4 abstentions, donc voter avec 4 abstentions. Merci, chers collègues, pour ce travail au bénéfice des agriculteurs de Lamentin, mais aussi de la population à la fois de Lamentin et du Nord Basse-Terre. Belle implication et bon développement pour le territoire. Vive le Festi-Marché. Et longue vie au Festi-Marché. Le point suivant, demande de subvention, kit éducatif, RACBAL. C'est notre célébrissime. Ah non, mais le gars est célèbre. Le gars a une marque de fabrique hein, maintenant. Excusez-moi, vous n'allez pas me changer. Je suis comme ça. Ça ne te gêne pas que je t'appelle le gars? Très bien. Super. Notre célébrissime Francillon, Satounen, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Dans le cadre de l'appel à projet 5000 terrains de sport lancé par l'Agence nationale du sport ANS, la ville de Lamentin a déposé une demande de subvention pour l'acquisition de 3 kits éducatifs RACBAL, lui permettant de disposer de 6 terrains mobiles à destination des écoles élémentaires de la ville. Le RACBAL, sport collectif de raquettes sans contact, est une nouvelle discipline sportive française actuellement en plein développement sur le territoire national, spécifiquement adaptée pour le milieu scolaire et pour le public en situation de handicap. Il se pratique avec des règles de jeu simples. Le RACBAL a l'avantage de ne pas nécessiter la mobilisation de nouveaux fonciers pour sa pratique. Il peut s'exercer en extérieur, en intérieur et en extérieur. Ces kits pourront également être utilisés par les services municipaux dans le cadre des activités périscolaires ou les stages multisports proposés durant les vacances scolaires. Il est à noter que ce projet sera inscrit dans le programme éducatif territorial, PEDT, de Lamentin. Afin de fournir les écoles élémentaires de la ville, il est proposé que la ville acquiert 3 kits éducatifs, chaque kit étant composé de 2 terrains. Le montant de ce projet est fixé à 45 000 €, soit 15 000 € par kit. L'appel à projet 5000 terrains de sport permet aux Outre-mer de prétendre à un financement étatique de 100%. Le plan de financement se présente ainsi. Financeur ANS 45 000 €, pourcentage 100%, pour un total de 45 000 € à 100%. Le maire vous demande d'en délibérer.
Merci, chers collègues. Avez-vous des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions. Oui, vas-y. Je voudrais avoir les dimensions de ces terrains. Ce sont des kits, vous avez dit ce sont des kits, mais les dimensions exactes. Alors, ce sont des kits, des terrains mobiles. Hein. Ce sont des terrains mobiles auxquels 24 élèves, toute une classe peut participer en même temps. Donc, ça peut s'installer dans toutes les cours des écoles de la ville. Ah, donc c'est la question qui allait venir après. Ok. Très bien. Merci. Merci, Président. Rosamond, Monsieur Francillon, est-ce qu'il va falloir faire appel à un moniteur, un prof, ou est-ce que le service des sports de la ville du Lamentin pourra s'en occuper? Ou est-ce qu'il faudrait rajouter... Alors, il est prévu, dès l'acquisition, des moniteurs viendront en accompagnement hein, pour former les différents utilisateurs. Mais ça, c'est au niveau de la caisse des écoles qui va gérer cette partie-là. OK, chers collègues, est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre, pardon, excusez-moi. Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Point 5, modification de la délibération numéro 2023-02-15 relative à la modification du temps de travail d'agents titulaires. Jacqueline Belfort, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'autorité territoriale peut modifier par délibération la durée de travail applicable à un emploi à temps non complet en fonction des besoins de la collectivité et dans l'intérêt du service. Cette modification de la durée de travail, à la hausse ou à la baisse, est assimilée ou non à une suppression d'emploi suivie de la création d'un nouvel emploi. Si elle n'excède pas 10% du temps de travail initial et ne fait pas perdre à l'agent son affiliation à la CNRACL, la modification du nombre d'heures n'est pas assimilée à une suppression d'emploi. Nota bene, pour rappel, le seuil d'affiliation à la CNRACL est de 28 heures. L'Assemblée délibérante peut délibérer sans saisine préalable du comité social territorial et le fonctionnaire ne peut refuser la modification de ce temps de travail. Si la modification du temps de travail excède 10% du temps de 0,23 mais initial, la saisine du comité social territorial est requise. L'accord de l'agent est alors requis. Si la modification entraîne une suppression d'emploi, l'Assemblée doit saisir préalablement le CST avant de délibérer. Compte tenu des besoins identifiés au sein des services et nécessitant une augmentation du temps de travail, le comité social territorial a été consulté le 25 janvier 2023 et a rendu un avis favorable pour les modifications du temps de travail concerné. Cas de saisine du comité technique pour les cas d'espèces, passage de 26 à 28 heures, moins de 10%, pas de saisine. Passage de 26 à 30 heures, supérieur à 10%, saisine du CST. Passage du 26 à 35 heures, supérieur à 10%, saisine du CST. Passage de 28 à 30 heures, moins de 10%, pas de saisine. Et passage de 28 à 35 heures, supérieur à 10%, donc saisine du CST. L'autorité territoriale, en vertu de son pouvoir de création des emplois par l'organe délibérant, souhaite modifier le temps de travail de certains agents. La délibération numéro 2023-02-15 a été prise lors du conseil municipal du 23 février 2023, mais comportait des erreurs dans les chiffres. Il convient donc de la modifier selon les modalités ci-après.
Il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de certains postes qui ont été créés par la délibération numéro 2020-1279, dont l'augmentation est inférieure à 10% du temps de travail initial. En catégorie C, il y en a 6 pour la filière technique. Adjoint technique à temps non complet 26-35e, pardon. Temps complet travail modifié deviendrait adjoint technique à temps non complet 28-35e. D'autre part, il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de certains postes qui ont été créés par la délibération numéro 2020-1279, dont l'augmentation est supérieure à 10% du temps de travail initial. Le maire propose, conformément aux dispositions fixées aux articles L. 542-1 à L. 542-5 du Code général de la fonction publique, de supprimer les postes correspondants dont les durées du temps de travail sont précisées dans le tableau ci-dessous et de créer simultanément les nouveaux postes selon les nouvelles modalités ci-dessous. Donc, pour la filière technique, en catégorie C, on va donc noter deux postes supprimés d'adjoint technique à temps non complet 26-35e pour de nouveaux postes créés adjoint technique à temps non complet 30-35e. 5 postes d'adjoint technique à temps non complet 26-35e pour devenir adjoint technique à temps complet 35-35e. 2 postes de catégorie C, adjoint technique à temps non complet 35-35e, vont être transformés en adjoint technique à temps complet 35-35e. Concernant la filière administrative, on aura un poste catégorie C qui va être supprimé en adjoint administratif à temps non complet 26-35e pour devenir un nouveau poste adjoint administratif à temps non complet 30-35e. D'autre part, il convient donc de modifier la durée hebdomadaire de certains postes qui ont été créés par la délibération numéro 2021-04-27, dont l'augmentation est supérieure à 10% du temps de travail initial. Le maire propose, conformément aux dispositions fixées aux articles L. 542-1 à L. 542-5 du Code général de la fonction publique, de supprimer les postes correspondants dont les durées du temps de travail sont précisées dans le tableau ci-dessous et de créer simultanément les nouveaux postes selon les nouvelles modalités ci-dessous. Dans la filière animation, un poste catégorie C sera supprimé en adjoint d'animation à temps non complet 28-35e pour devenir un nouveau poste adjoint d'animation à temps complet 35e. La date d'effet de la suppression des postes et la création simultanée des nouveaux postes est fixée au 1er mai 2023. Le maire vous propose d'en délibérer. Y a-t-il des questions, collègues? Monsieur Gracchus, vous avez la parole. Monsieur le Président, une interrogation. Alors, concernant le passage alors je pense que c'est de 28 à 35 heures, j'aimerais savoir, est-ce que ce ne serait pas possible, c'est une question, à moins que ce soit un peu plus compliqué, pour quelle raison, en fait, l'ensemble des agents ne sont pas aux 35 heures? Pour quelle raison, en fait, de façon plus ou moins périodique, ça arrive assez souvent que lors des conseils, on ait à voter, en fait, cette modification qui est tout à fait normale en soi, mais pour quelle raison, en fait, on les modifie? Pour quelle raison un agent ne pourrait-il pas commencer directement aux 35 heures? Merci. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que cette délibération, c'est une délibération qui modifie, en fait, une délibération qu'on avait déjà prise. Hein. Donc, ce n'est pas une opération nouvelle, c'est parce qu'il y avait une erreur matérielle sur la délibération initiale. Donc, là, on prend cette délibération-là, en fait, pour corriger une erreur matérielle, ce qu'on appelle une coquille de manière générale. Ensuite, M. Gracchus, votre question a du sens. Mais je l'avais déjà expliqué. Mais bon, la pédagogie, c'est aussi de la redondance.
Tout simplement parce que au départ, quand ces personnes sont entrées, quand ce personnel est rentré à la mairie, ce personnel est rentré à 26 heures. Nous avons décidé de ne garder personne à 26 heures parce que c'était socialement pénalisable pour des questions liées à la retraite. Et de faire passer quasiment, avec peut-être une ou deux exceptions près, de faire passer tous ceux que nous avons trouvés à 26 heures à 28 heures. Deuxième décision que nous avons prise, c'est de sortir 77 personnes de la précarité. Je vous dis bien 77 personnes de la précarité. C'est-à-dire non seulement ces personnes étaient à 28 heures, mais avec des comptes à 28 heures, 26 heures, on les a fait passer à 28 heures, mais après, on les a sortis de la précarité en faisant de ces personnes des fonctionnaires territoriaux. C'est-à-dire, ces personnes ont été stagiairisées et après titularisées. 77 personnes. Pour pouvoir le faire, il fallait maîtriser le budget. Comment vous allez faire passer 77 personnes d'un statut de CDD en faisant de ces gens, de ces personnes des fonctionnaires permanents? Excusez-moi, Monsieur le Président. Des CDD, mais qui étaient là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Non, ce n'est pas 5 ans. C'est pas 5 ans. Il y en a qui étaient là depuis, il y en a, oui, depuis très longtemps. Oui. Tout à l'heure, je te donne la parole. Comment le faire sans ne pas couler la commune? Vous savez, pour y arriver, M. Gracchus, on a dû rencontrer, dans un premier temps, les services, la DRFIP, parce que quand nous avons annoncé cette nouvelle-là, je n'oublierai jamais ça, c'était sur l'écran là. Sur l'écran là, le DRFIP qui apparaît, la Direction régionale des finances publiques, et pour un peu alerter à sa manière, vous dire, mais qu'est-ce que va faire le maire de Lamentin là? Vous êtes en train de stagiairiser 77 personnes, vous allez couler la commune, etc. On leur a fait une démonstration en bonne et due forme pour leur prouver que non seulement nous allons stagiairiser, mais nous allons continuer encore à maîtriser notre budget de dépenses du personnel. Et la preuve en est, cette année, vous votez 12,8 millions. Et il y a quelques années de ça, le budget le chapitre 012 était à 14 millions. Oui, c'était 14 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 12,8 millions et on peut compter sur les doigts de la main le nombre de personnes en CDD à Lamentin. Quasiment tout le personnel aujourd'hui à Lamentin est en stagiairisé ou encore titularisé. Donc pour ça, il fallait faire progresser les gens pour aller petit à petit vers les 35 heures. Vers les 35 heures. Et c'est l'engagement que nous avons pris avec les organisations professionnelles qui ont accepté effectivement d'entrer dans une démarche qui permet à la fois d'améliorer la situation des gens, de nos personnels, et à la fois de maîtriser le budget. Mais à la fois aussi de mettre le personnel sous des emplois réels à 35 heures. C'est ce que vous vouliez dire. Vas-y, tu as la parole. Alors, monsieur, je voulais savoir pourquoi on ne peut pas mettre d'emblée un agent, recruter quelqu'un à 35-35. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des postes qui ne méritent même pas 26 heures.
d'hebdomadaire. Vous avez des femmes de ménage qui finissent, puis qui peuvent commencer à 7 heures, et quand il est 10 heures, ils ont terminé. Donc, ça ne fait même pas 26 heures hebdomadaires. Donc, il y a des postes qu'on peut mettre d'emblée à 35 heures, mais il y a des postes qu'on ne peut pas mettre d'emblée à 35 heures. Déjà, 28 heures, c'est déjà beaucoup. Mais concernant la situation sociale de la personne, on peut comprendre. On peut comprendre ça. Donc, c'est dans ce souci-là qu'on ne peut pas mettre d'emblée un agent à 35-35. Il faut qu'il y ait la charge de travail qui va avec. On ne peut pas payer quelqu'un 35-35 et qui fait que très peu, même pas 20 heures de travail. Vous avez compris? D'accord. Voilà. Et malgré ça, nous, on le fait. Et on le fait pour comment? À chaque fois qu'on a un départ à la retraite, on étudie des mutations internes. Et ces mutations internes ne se passent pas dans le bureau du maire. Je vais dire, vous allez qu'on laisse isoler, je vais dire ça. Et les rendez-vous ne sont pas pris à 18 heures. Non, je veux le dire, c'est moi. Il y a un jury pour cela. Je ne sais même pas d'ailleurs, des fois qui a été choisi. Je fais confiance à mes fonctionnaires et à mes élus qui sont chargés de cela. Donc les gens sont recrutés en fonction de leur profil et de leurs compétences et des besoins. Et on fait une mutation interne à l'intérieur de l'administration en donnant la priorité à ceux qui sont déjà là. Donc à chaque fois qu'un poste à 35 heures se dégage, on essaie de le donner à quelqu'un qui est déjà là et qui sera à 28 heures pour permettre effectivement qu'à la fin, on puisse avoir un maximum de personnes passant de 28 à 30-35 heures. Ceci dit, ce que vient de dire Mme Métoni est vrai, il demeurera toujours des postes à 28 heures. Parce qu'il y a des postes qui matériellement ne peuvent pas passer à 35 heures. Mais il ne faut pas confondre les gens et les postes. Le poste peut être à 28 heures, la personne peut se retrouver à 35 heures parce qu'on peut faire cette personne cumuler sur plusieurs postes si cette personne accepte la mobilité. La mobilité. C'est ce que nous essayons de faire aussi. Donc, on ne confond pas les postes et les personnes. On peut avoir des postes à 28 heures, mais on fait l'effort pour que nos agents puissent accéder aux 35 heures. Voilà. Et ça, c'est une démarche sociale et de management parce qu'on comprend socialement que le mieux pour nous, c'est d'avoir des agents à 35 heures pour la personne. Mais sur le plan managérial, on doit respecter aussi le travail effectif et réel. Et on essaie de combiner les deux. Pour l'instant, c'est compliqué, c'est difficile, mais ça marche, Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité, c'est bien ça? Hein? Dernier point à l'ordre du jour, création de poste. Gladys Burat, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Un agent occupe une nouvelle fonction et a sollicité un changement de filière afin que ses missions répondent au cadre d'emploi requis. Cet agent bénéficiera d'une intégration directe dans le nouveau cadre d'emploi, ce qui se traduira par une nomination à grade et échelon identiques. Le maire propose de créer les postes suivants. Filière administrative catégorie C1, adjoint administratif 35-35e. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver cette création de poste, de modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs.
d'inscrire au budget chapitre 012, article 64, charges de personnel, les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Après avoir entendu l'exposé du maire et délibéré, le président vous propose d'en délibérer. Donc, ce point vient illustrer, en fait, dans les faits, ce que j'étais en train d'expliquer. Voilà, donc là, ce sont des postes que nous créons parce qu'en fait, nous augmentons les quotas horaires des agents. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour cette séance de travail. Et merci pour la population de Lamentin. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Oui, oui. Collègue Ajas, tu as la parole. Je voudrais juste finir faire quelques suggestions. Comme je vois ici que tout le monde aime le Lamentin, moi aussi j'aime le Lamentin. Non, tu aimes Lamentin. Le Lamentin, c'est en Martinique. Enfin, j'aime Lamentin. D'accord, il n'y a pas de problème. Je voudrais faire quelques suggestions. C'est au niveau de l'école de la Rosière. Ils ont construit le nouveau centre commercial. Il y a des barrières qui sont au sol depuis pas mal de temps. Les barrières qui servaient pour stopper les voitures. Et même des petits morceaux de ferraille. Est-ce que ce serait-il pas possible? Est-ce que ce serait possible d'envoyer une équipe pour enlever ces barrières qui sont au sol? Parce que ça gêne la circulation sur le trottoir. Clara, tu vas regarder ça. Est-ce que ce sont nos barrières ou les barrières de l'entreprise? Je ne sais pas. Non, ce sont des barrières peintes en rouge, jaune, et des petites barrières qu'on a mis. Et comme je pense non. Donc, ok. Ça, c'est pas nous. Oui, ça, c'est un ouvrage du conseil départemental. Oui, mais il faudrait faire une demande pour qu'on puisse les enlever, parce que c'est au sol, ça fait pas mal de temps. Ah oui, c'est au sol. Et c'est dangereux. Ok. Et même donc, ok, non, mais de toute façon, si ça représente un danger, oui, ça représente on peut un les danger. enlever nous-mêmes, bien sûr, pour protéger. Voilà. Clara, est-ce que tu peux regarder ça, s'il te plaît, avec les services techniques? Merci, collègue Achas. Voilà. Et tu travailles pour Lamentin? Au niveau de la descente de... Non, collègue Achas, parle, s'il vous plaît, collègue. Restez assis. Merci, s'il vous plaît. Au niveau de la descente de... Ça fait pas mal de temps que je voulais te dire ça, Jocelyn. La descente de... Enfin, Modeste. Il y a un chantier qui est commencé là, ça fait pas mal de temps aussi. Et il y a les poteaux qui sont au sol. Et notamment, la personne à côté a fait sa barrière, pratiquement dans la rue, et mis sa voiture. Assez souvent, il y a des accidents. Des gens qui se touchent, soit le rétroviseur ou pas. Mais c'est très, très dangereux. Donc, si vous pouvez même enlever, puisque la route est déjà bétonnée, il y a uniquement 1 ou 2 regards à faire. Couper au moins ces poteaux-là pour pouvoir avoir une meilleure circulation. Alors, bon, le chantier, c'est un peu spécial. Quand on confie un chantier à une entreprise, pendant l'exécution du chantier, c'est l'entrepreneur qui doit intervenir sur le chantier. Mais tu fais bien de le dire, parce qu'il est hors délai. Il est hors délai. Donc, pour finir le chantier, il est hors délai. Donc, on prendra son attache pour sécuriser cet espace-là. C'est lui qui va devoir le faire. Parce que nous n'allons pas intervenir sur son chantier, c'est lui qui va devoir le faire. Mais je prends en considération ce que tu as dit. Hein, et on prendra son attache pour qu'il puisse déjà accélérer le chantier pour le terminer et puis sécuriser le chantier. Ok. Et au niveau aussi toujours du centre commercial, bon, à l'Écasevion, on peut pour déposer flair. Le gros rouleau qui est là, c'est EDF qui a dû mettre ça là. Ça fait l'air là, quand même. Oui, c'est vrai. Donc, à l'air, il va mettre des portes à flair en l'air. Donc, c'est bon. Mais le gars qui vend là, bon, ça sert de table. Non. Mais quand même, mais ça fait. Non, tu as raison. Pour un beau centre commercial comme celui-là, ouais, d'accord. Un aussi beau centre commercial comme ça, il faut en prendre soin. Merci. Ouais. Merci.